We will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bonjour, je m'appelle Alexis Buisson, je suis le correspondant de La Croix à New York. Vous écoutez la 4e saison de C'est ça l'Amérique, le podcast sur les États-Unis de Donald Trump, raconté par ceux qui y vivent. Retrouvez-moi une fois par mois, tout au long de la première année de sa présidence, pour discuter des transformations de la société américaine en compagnie d'observateurs francophones. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. 67%. Vous écoutez l'hymne américain, la Star Spangled Banner de Francis Scott Key. Cette mélodie, je l'ai entendue tellement de fois depuis que je suis arrivé aux États-Unis en 2005. Lors de rendez-vous sportifs, lors de meetings politiques, de moments de joie et de deuil nationaux, ou lors de manifestations comme ce 15 avril 2024 à New York, lors d'un rassemblement pro-Trump devant le tribunal où il était jugé. L'hymne me fait penser aux deux visages des États-Unis. D'un côté, il y a cette Amérique tournée vers le progrès et l'innovation, celle qui n'a pas peur de rêver de mettre un terme au racisme, à la pauvreté, aux inégalités, de marcher sur la Lune. Et puis, il y a cette autre Amérique, celle qui veut se fermer, punir, soumettre, c'est celle de l'esclavage, des lois de ségrégation Jim Crow, celle qui rejette le multiculturalisme et la différence. Ces deux Amériques, qui se livrent à un bras de fer sans merci depuis la fondation du pays, mon invité les a photographiés. Jean-Pierre Lafont est certainement le seul photojournaliste français à avoir mis en image les transformations des États-Unis pendant la seconde moitié du XXe siècle. Arrivé à New York dans les années 60, il a immortalisé le mouvement des droits civiques, les mobilisations contre la guerre au Vietnam, l'émergence des revendications féministes et les appels à la reconnaissance de la population homosexuelle. Il a aussi couvert l'assassinat de Martin Luther King, la démission de Richard Nixon et les activités du groupe suprémaciste Ku Klux Klan. Il montre cette période turbulente dans son livre de près de 400 clichés, Le paradis d'un photographe, Tumultueuse Amérique 1960-1990. Il est sorti en 2014 aux éditions Glitterati. Avec sa femme Eliane, Jean-Pierre Lafont a aussi lancé en 1969 le bureau américain de la prestigieuse agence Gamma. Ils ont également participé tous les deux, 4 ans plus tard, à la création de l'agence Sigma. J'ai voulu savoir comment Jean-Pierre Lafont, 90 ans cette année, vivait la période actuelle avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Je l'ai retrouvé chez lui à Mamaroneck, en banlieue de New York. Bonjour Jean-Pierre Lafont. Bonjour Alexis. Merci à vous de nous accueillir ici chez vous. On est un peu plus au nord de la ville de New York pour parler de votre regard sur les États-Unis. Et je voulais vous donner la parole puisque vous êtes un photojournaliste de légende. Vous avez couvert les États-Unis pendant les années 60 et 70 notamment, qui était une période... Et n'oubliez pas 80 et 90. Exactement. C'était aussi très tumultueux. Donc quand vous arrivez ici en 64, alors quelles sont vos impressions sur le pays que vous découvrez C'était une impression olfactive de saucisses, de hot dog, de hamburgers et de viande frite. C'est une certaine odeur américaine. Et c'est cette odeur que j'ai sentie à Kennedy en débarquant de l'avion. À l'aéroport Kennedy. C'est une impression olfactive. C'est bizarre parce que je ne fais jamais attention trop aux odeurs, ça m'est complètement égal. Mais c'est vraiment, je m'en souviens encore, c'est une impression comme ça. Et l'Amérique, quand je suis arrivé, New York était complètement à genoux, il y avait des ordures partout, il y avait du crime partout. Et tout le monde me disait, ne sors pas avec ta caméra, sors pas avec tes Leica parce que tu vas te les faire faucher tout de suite. Et c'était une ville très très dangereuse. Voilà l'ambiance dans laquelle je suis arrivé ici. Et puis... C'était donc, John Kennedy avait déjà été assassiné, Malcolm X aussi, qui était le début de Martin Luther King, que je ne pouvais pas courir après parce que partir en Alabama ou dans des endroits comme ça, j'avais pas d'argent, j'avais absolument pas d'argent. Donc quand il était à New York, je le suivais dans la ville de New York, dans Harlem, etc. Et je faisais mes premières photos comme ça.
Vous parlez, vous montrez aussi cette Amérique dans toutes ses contradictions, puisque vous avez couvert des mouvements féministes, la première marche des fiertés, la Gay Pride à New York. La première Gay Pride, absolument, en 70. Et puis il y avait aussi des grandes tragédies, comme l'assassinat de Martin Luther King, la période du Watergate, marquée par la démission de Richard Nixon, qui était un moment fort, bien sûr, dans l'histoire du pays. Comment vous avez, Jean-Pierre Lafont, appris à aimer finalement ce pays dans cette période très tumultueuse, malgré toutes ces contradictions finalement? Mais justement, c'était ça qui était très attirant. C'était tout ce qui se passait. Et c'est cette jeunesse qui se levait d'abord contre la guerre du Vietnam, qui était au fond un peu incompréhensible ici. On ne comprenait pas trop pourquoi les jeunes partaient au Vietnam, et la plupart étaient souvent blessés, entrés très abîmés par la drogue aussi. Et ce qui se passait, c'est que au fond, c'était une loterie. Les jeunes qui partaient, disons que vous habitiez dans un état quelconque dans le Maryland, par exemple, dans une même rue, il y a 2 maisons qui se font face. Dans une maison, il y a 3 garçons, et dans l'autre maison, il y a 3 garçons. Eh bien, il y a une maison qui va tirer au sort, on envoie les 3 garçons d'une maison au Vietnam, et l'autre maison, les 3 garçons n'y vont jamais, ne sont pas appelés sous les drapeaux. Et c'est une injustice. C'était ça qui a amené les jeunes d'abord dans les rues. C'était cette injustice face au régime militaire, à partir de la guerre. Et puis aussi, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de jeunes noirs qui partaient que de jeunes blancs. Il y avait ça aussi, qui amenait les gens dans les rues, en plus. Pourquoi elle vous a autant parlé finalement, cette jeunesse qui se lève, qui se rebelle? Cette jeunesse était une jeunesse tellement différente de la nôtre en Europe, par leurs costumes, par leur façon d'être. Ces jeunes qui avaient des festivals de rock gigantesques où ils se déshabillaient, ils étaient tous tout nus. Tout ça, c'était des choses que moi, en arrivant des festivals de rock que j'avais pu voir à Mont-de-Marsan, c'était pas ça du tout, quoi. C'était une jeunesse qui était toujours en train de demander quelque chose. Il y avait toujours une raison pour aller dans la rue. Il y avait un bombardement de trop au Vietnam. Il y avait beaucoup de leaders politiques également qui étaient contre la guerre du Vietnam. Donc ça entraînait des foules énormes, surtout à Central Park, par exemple, et à Washington, sur tous les malls. Martin Luther King, sa mort a été très mal vue, très, très brutalement vue par les Noirs. Et il y a eu un grand fossé qui s'est creusé à ce moment-là. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Je ne comprenais pas non plus le racisme. Enfin, je comprenais un petit peu, parce que moi, j'avais un ostracisme aussi. J'étais pied noir. Quand en rentrant en France, je n'ai pas trouvé de boulot en étant petit pied noir. Je ne connaissais personne à Paris. Et je voulais être dans la presse. Jamais été reçu, jamais eu une interview, jamais été... On m'a regardé mon portfolio, on m'a jamais donné une chance, jamais. Et ici, aux États-Unis, le premier magazine que j'ai amené mes photos, ils m'ont tout de suite dit « Ah, c'est intéressant ce que tu fais, tu vas travailler pour nous ». Aux États-Unis, c'est peut-être pas la réponse exacte à votre question, mais une chose qui m'a frappé, c'est on vous donne toujours votre chance. Quand vous êtes avec un Américain qui va vous employer, il est toujours en train de se dire « Tiens, voilà quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, qu'est-ce qui va m'amener ?» Tandis que le Français, il « Tiens, voilà quelqu'un de nouveau, comment il va m'emmerder celui-là? Qu'est-ce qu'il va m'amener comme problème, hein ?» Est-ce que vous voyez des points communs entre la période tumultueuse qu'ont représenté les années 60-70 et la période que connaissent les États-Unis aujourd'hui? Il y a toujours eu des difficultés. Il y a toujours eu des moments difficiles, notamment le Watergate, la fin du Vietnam aussi. C'était des moments beaucoup plus graves que maintenant, beaucoup plus difficiles que maintenant. On a l'impression que Trump est là et que, bon... Moi, je ne comprends pas pourquoi il a été élu. Je suis désolé, mais quand on a un petit peu de sens et qu'on le regarde et qu'on l'écoute, mais les Américains, ils n'écoutent pas leurs news.
Sur les news que vous... Les informations. Sur les channels d'information à la télévision, vous avez 3 minutes de news et 15 minutes de publicité. On ne vous explique rien. Il y a des talk-shows maintenant. Il y a des femmes qui parlent pendant des heures le matin pour vous expliquer ce qui va se passer dans la journée, mais pas au point de vue politique. Donc ils sont au courant de rien. Et j'ai été surpris dans tellement d'endroits. Par exemple, en 1974, je suis allé en Géorgie pour l'arrivée de Carter. Et dans la même Géorgie, à environ peut-être 8 ou 10 kilomètres de Plain Georgia où il habitait, à côté d'Americus, cette région de la Géorgie, je suis tombé dans une ferme et je photographiais les fermiers, puisque Carter, lui, venait d'une ferme, bien qu'il s'occupait de sous-marins atomiques. Et il avait une carrière militaire. Mais ses parents étaient donc des éleveurs ils cultivaient la cacahuète. Je suis arrivé dans une ferme, et puis je leur ai dit, bon, est-ce que vous êtes content d'avoir un président qui soit géorgien? Ils m'ont dit, ah ben non, de quoi vous parlez? J'ai dit, ben, le président qui a été élu, c'est Jimmy Carter. Ah, on ne sait pas. On ne savait pas. Je dis, mais vous ne vous intéressez pas là, à nos news? Ah non, nous on connaît le shérif, non. Nous on connaît le shérif. Je dis, mais le gouverneur de votre État, vous le savez? Ah ben non, on ne sait pas. Donc c'est un exemple, mon premier. Mais j'ai trouvé ça sans foi ensuite aux États-Unis. Les gens se foutent complètement de ce qui s'est passé la veille dans le monde, et même la géographie du monde, ils s'en foutent complètement. Vous avez été surpris par la réélection de Donald Trump? Complètement surpris. Mais même, j'ai fait une erreur personnelle. J'ai jamais voulu devenir américain. Et puis tout d'un coup, j'ai trouvé formidable de voter pour Hillary. Alors, avec ma femme, on a pris les dispositions, et comme on était là déjà depuis 40 ans, on est devenu américain assez facilement. Et quand on a voté pour Hillary, ben vous voyez, c'est Trump qui a été élu. Ouais. Voilà. Donc, on me suis trompé aussi profondément. Est-ce que vous considérez que Donald Trump est une aberration, comme Joe Biden a pu le dire à son endroit dans le passé, ou est-ce que vous considérez finalement qu'il est un produit d'une certaine Amérique brutale, violente, que vous avez photographié vous-même dans le passé dans vos reportages? C'est un produit venant de la télévision. Il a été pendant très longtemps à la télévision avec une émission qui marchait très très bien. Il est très 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 connu comme ça. Parce que les gens ne regardent pas les news, mais les gens regardent les télé-shows, énormément. Mais c'est très difficile d'avoir une admiration. Enfin moi, j'en ai aucune pour lui. Sa culture est zéro. Sa connaissance géographique est encore plus terrible. Et puis maintenant, il est là, il entraîne le monde par sa force et la force de l'Amérique. Mais enfin, moi, je ne pense pas que ça durera longtemps. Il ne sera pas réélu de toute façon. Et ça durera qu'un moment. Puis dans 4 ans, on n'en parlera plus. C'est ce que je me dis. Vous pensez qu'il fera des émules tout de même? Que quelqu'un prendra la relève une fois que lui ne sera plus au pouvoir? Il y aura sûrement une relève, absolument. Je ne la vois pas aujourd'hui. Je ne vois pas du tout qui pourrait, côté, et même Vance, son vice-président, je ne le vois pas pour avoir suffisamment d'adeptes pour pouvoir le suivre et pour être voté, avoir les votes. Mais vous savez, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait un vote aussi avec Humphrey et Nixon. Et Humphrey a eu plus de voix que Nixon. Et c'est Nixon qui est devenu président. Bon, dans le premier tour, par exemple, de Trump, Hillary avait plus de voix. Et voilà comment les choses se passent. Vous décrivez le fonctionnement du collège électoral. C'est incroyable. La démocratie, c'est pas une démocratie, c'est une démocratie américaine. Et moi, j'ai connu des démocraties comme en Inde, où chaque voix est Je me souviens des meetings de Indira Gandhi. Il y avait 2 millions de gens qui l'écoutaient dans certains endroits. C'est insensé. Là, c'était une vraie démocratie. Et pourtant, il y a 14 langues différentes, il y a 15 religions différentes en Inde. Mais c'est une vraie démocratie.
Vous, les États-Unis, ce n'est pas une démocratie aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Les gens s'en foutent. Ils votent très peu. Quand on va à 40%, c'est déjà beaucoup pour aller aux urnes. Et ils ne votent pas pour les... Il y a beaucoup de choses où ils ne votent pas, ça ne les intéresse pas. Refaire le Sénat, ça ne les intéresse pas. Par contre, le shérif de leur coin ou le maire de leur village, oui, ça, ils votent. Quand vous voyez les manifestations qu'il y a dans la rue contre les politiques de Donald Trump, est-ce que tout de même vous vous dites que l'opinion publique s'oppose, résiste? Est-ce qu'il y a... Complètement. Je le dis depuis longtemps, ils descendent dans la rue de plus en plus et ils sont là de plus en plus. Mais également, il y a des choses que je n'avais pas prévues qui se passent. Par exemple, dans ma rue ici, en ce moment, il y a des voitures de flics qui passent et qui regardent les jardiniers et qui regardent les gens qui balayent les rues, les gens qui ont des petits métiers, qui lavent les ordures, qui lavent la vaisselle, qui portent les ordures dans les rues, etc. C'est des petits boulots. Et ils les arrêtent pour savoir s'ils sont là légalement. J'avais jamais vu ça avant. Jamais. Et ce pays ne peut pas marcher sans avoir toute cette masse de gens qui sont les immigrants légaux ou illégaux, de la dernière génération, et qui font marcher le pays. Parce qu'il faut que le pays soit propre, il faut que le pays soit récolté. Il faut que le pays ait des chauffeurs de taxi, et il faut qu'il y ait des petits boulots, et des petites épiceries. Tout ça, c'est fait par les émigrants de la dernière génération. Toujours. Mais si maintenant on leur fait la chasse aux sorcières, il va y avoir des problèmes. Est-ce que ce moment, ce chapitre dans l'histoire des États-Unis que l'on connaît actuellement, comment est-ce que ça change l'amour que vous pouvez porter aux Américains, au pays en lui-même? Est-ce que ça change simplement votre relation à ce pays? Complètement. C'est vrai ce que vous dites. On est même gêné avec ma femme. Quand on a un couple d'Américains, par exemple, on en voit beaucoup, on fréquente beaucoup les écoles, ou parce que mes petits-enfants vont à l'école. Ici, on fait très attention à nos réflexions, parce que il y a une distension énorme entre ceux qui ont voté républicain et ceux qui ont voté démocrate. Alors il y a des républicains qui sont très intelligents et qui disent « je voulais que les choses changent » et ils en parlent ouvertement. Et pourquoi pas? Et ils avaient raison. Mais d'un autre côté, les démocrates, on a l'impression d'avoir été roulés et on ne parle pas aussi librement de politique qu'on le faisait auparavant. J'ai vraiment vu ce changement avec Trump. Ça, c'est ce qui me chagrine beaucoup. Ça vous fait moins aimer les États-Unis? Non, pas du tout. Non, parce que ça va changer à nouveau. Je vous dis, dans 2, 3, 4 ans, on n'aura plus ça. Trump ne sera plus là. On l'aura plus ou moins oublié. La nouvelle génération va arriver. Il y aura d'autres problèmes. Il y aura le problème chinois qui sera là, le problème russe qui sera de toutes les façons réglé par l'Europe et non pas par les Américains cette fois-ci. On est plus ici en train de parler de la vie chère, de la difficulté d'avoir un job et de le garder, plutôt que de ce qui se passe à la Maison-Blanche. Vous avez photographié dans les années 60-70, on le disait un peu plus tôt, le mouvement féministe, le mouvement LGBT qui commençait à émerger pendant cette période-là. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que la présidence Trump, c'est finalement la fin de cette période que vous avez? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la fin. Pas du tout. La page qui se referme. C'est un gros épouvantail, mais je le vois comme ça. Je le vois comme un gros bouffon et un épouvantail temporaire. Évidemment, il obscurcit tout l'horizon politique, mais cette Amérique change. Je l'aime toujours autant et elle va retomber sur ses pieds.
Il y a l'une des photos dans votre livre que j'aime beaucoup, c'est la rénovation de la Statue de la Liberté, photo surprenante où la statue est complètement recouverte d'échafaudage. On la croit en prison. On la croit en prison, absolument. Oui. Est-ce que justement vous considérez toujours que les États-Unis sont une terre de liberté aujourd'hui? Non, plus du tout. Plus du tout. Temporairement, ça l'est plus. Comme je vous l'ai dit, on fait attention à qui on parle, comment on parle, comment on se touche. Ça change un peu. C'est nouveau. Je remarque qu'on n'échange plus nos opinions aussi facilement qu'avant. Mais je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est pas dans l'opinion américaine, c'est pas dans la façon de vivre des Américains. Les Américains sont beaucoup plus enthousiastes, sont toujours bons garçons, bons enfants. C'est comme ça que moi je les vois. Les Noirs comme les Blancs, du reste. C'est un peuple assez joyeux de vivre, assez agréable à voir, et pas du tout comme peuvent le penser les Français, qui sont... Bon, c'est sûrement plus superficiel qu'en Europe, peut-être, mais c'est aussi une façon agréable de vivre. Très sympathique. Vos sentiments, et ce sera ma dernière question, c'est que malgré la présidence Trump et les mesures qu'on peut voir tous les jours dans l'actualité... Non seulement malgré, mais à cause. Donc il y aura une réaction. Il y aura une contre-offense, il y aura une contre-réaction. À toute action va avoir une réaction. Et le pays va tellement avoir de problèmes encore avec ce président. On en a tous les jours. Il faut mieux en rire qu'en pleurer. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais on va s'en sortir. Merci Jean-Pierre Lafont. Merci beaucoup, Alexis. We will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Et si vous voulez vous plonger dans l'univers de Jean-Pierre Lafont, le prestigieux festival de photographie Visa pour l'image organisera une rétrospective de son travail. Rendez-vous du 30 août au 14 septembre 2025 à Perpignan. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de C'est ça l'Amérique. Merci pour votre fidélité. This is going to be great television, I will say that. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you.